C'est quoi ta comptine? Répète. Je sais plus. Le joli mois de mai. Mais. Ah, c'est vachement... Fais ce qu'il te plaît. Plaît, 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 plaît. Le muguet est au rendez-vous. Vous. Joli mois de mai. Oh, c'est un très beau mois. Allez, c'est parti. Bah maintenant tu vas dire pourquoi tu te marres. Je sais plus. Je peux pas le dire. Pourquoi? Bonjour tout le monde. Allez, bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes le 1er mai 2019. Ah, il y a quelqu'un qui se manifeste là-dessous. C'est pas moi. On coupera ça en montage. C'est très drôle. C'est d'un comique. Elle est d'un drôle des fois, c'est incroyable. Si pas moi. C'est dommage. Bon. Eh bien, vous avez remarqué notre absence depuis vendredi dernier, parce que vendredi dernier, nous avons eu un orage. Et ça a grillé la box Internet. Donc, plus de box Internet, plus rien du tout. Donc, on attend la prochaine qui sera sans doute à disposition demain, je le suppose, donc le 2 mai. Ce qui veut dire que le 2-3 mai, on pourra recommencer à travailler, à publier, et à s'occuper de Cogito et puis de notre chaîne d'information. Que dire là-dessus? Ça m'a pas trop perturbé, plus que ça, puisque ça m'a permis de peaufiner la capsule que nous allons voir aujourd'hui, de faire l'introduction de Pandora 6, de relire un livre exceptionnel de Rudolf Steiner que je vous conseille, une édition suisse, une édition anthroposophique suisse. Vous apprendrez énormément de choses. Alors évidemment, pour les imbéciles, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, les imbéciles qui critiquent Rudolf Steiner, c'est qu'ils ne le connaissent pas, c'est qu'ils ne savent pas de quoi il parle, et parce que quand vous lisez ce document, eh bien, vous ne voyez qu'un homme qui essaye d'aider l'humanité, c'est tout. Alors toutes les autres réflexions qui sont des réflexions rapportées par des philosophes médiocres et des êtres humains qui ne veulent pas être révélés pour ce qu'ils sont vraiment, c'est certain, on peut salir la mémoire d'un homme exceptionnel, ce qui est très facile. Salir la mémoire des gens, c'est ce qu'il y a de plus simple quand on est un ignorant. Donc, relisez les vraies paroles de Rudolf Steiner, parce qu'en fait, il n'a jamais écrit de livre, à part son autobiographie. Et malgré que ce fût un philosophe et puis un grand sachant, et il n'a fait que des conférences. Et c'est sa fille qui a concentré ses conférences et qui en a fait des ouvrages. Donc ces conférences ne sont pas faites pour être des livres, en réalité. Néanmoins, il le dit lui-même. Il le dit lui-même qu'à partir du moment où des conférences sont écrites, il peut y avoir des erreurs. Mais il est d'une honnêteté exceptionnelle et des erreurs, il en fait très peu. Il en commet très peu. À partir de là, s'il y a des personnes qui se disent anthroposophes et qui trahissent la pensée de Steiner en se disant, comme je vous l'ai signalé, anthroposophes et qui font de mauvaises choses, ce n'est pas Steiner qu'il faut accuser, ce sont les hommes ou les femmes en question. Et je le comprends, et je comprends très très bien cela. Et moi je parle de Steiner anthroposophe, mais je ne veux pas parler de ceux qui sont des anthroposophes, parce qu'il y a toujours à boire et à manger dans un groupe. C'est tout.
Alors maintenant, vous croyez ce que vous voulez, moi je ne crois que la parole que je lis, et celle que je lis, ce sont les conférences de Steiner, et ça s'arrête là. Tout le reste, c'est de la littérature, c'est de l'analyse, de la fausse analyse de psychologues et de personnes très médiocres et très jalouses du travail exceptionnel que cet homme a fait et nous a offert. Donc l'alimentation et santé, lisez-le, c'est des conférences qu'il donnait gratuitement aux ouvriers en Allemagne dans les années 1900 jusqu'en 1922, où il a été assassiné, empoisonné par les nazis. Alors, pour vous dire le mal qu'il était, donc on se débarrasse souvent des grands esprits et on laisse régner surtout et s'exprimer les mauvais. Donc, lisez ce livre Alimentation et Santé. Louloute l'a découvert tout à l'heure, elle était très impressionnée, n'est-ce pas? Ah, tout à fait, oui. Donc, parce que vous savez, Louloute, elle est quand même très très occupée. Elle a beaucoup de choses à gérer et elle n'a pas toujours le temps de faire ces recherches que je fais. Donc, je les lui lis et comme ça, elle apprend et elle s'étonne et elle me sert beaucoup. Pas dans le sens de servir, mais elle est très utile à mon travail de recherche parce qu'elle m'apporte une vision que je ne peux pas avoir forcément présentement moi-même. Voilà. Donc c'est un excellent binôme. Alors aujourd'hui nous sommes le 1er mai, comme nous l'avons vu sur le téléphone de Louloute d'ailleurs, parce que moi je regarde pas tout ça quand j'ai pas internet. Paris est toujours bouleversé par ces manifestations du 1er mai, de la fête du travail. Cette fête est exceptionnelle parce que ce sont nos ouvriers qui se sont battus pendant des années, le Front populaire. Ils se sont battus pour la France et pour les Français, pour le confort des Français. Ce confort est en train d'être détruit par un homme abject qui nous gouverne, qui a été placé président alors qu'il n'aurait jamais... D'abord, il n'en avait pas la capacité, et ensuite, il n'en avait certainement pas ni l'intelligence ni l'humanité. Et ça se vérifie parce que ça fait plus de 3 mois que les Français manifestent contre la politique odieuse de l'Europe, parce que c'est la politique des Gopé, comme l'avait signalé à juste titre d'ailleurs François Asselineau, là-dessus il avait raison. Et que, quel que soit le président qui ne prend pas de décision importante pour se séparer de l'Europe, il est obligé de maintenir un calendrier établi par d'autres crétins d'anciens socialistes qui sont commissaires européens. Je ne vais pas le nommer parce que c'est un sale type et un médiocre, mais il sait sans doute s'il devait écouter, mais il n'écoute pas ce type de capsule. C'est Moscou, vous savez quoi, un incompétent mais d'une notoriété exceptionnelle. Ils appliquent cette politique qui fait qu'ils ne veulent rien entendre de la part des Français. Ils ne veulent pas savoir les revendications, ils se fichent de savoir également la misère que vit le peuple français, ils se disent accueillants d'une autre misère. Alors c'est très bien d'accueillir les autres misères, mais si c'est pour renforcer celle des Français, quand je parle de Français, c'est de tout le pays, c'est pas les Français qui sont blancs de teint, c'est des Français qui sont originaires du Maghreb, d'Europe de l'Est, d'Afrique noire, et qui sont français comme tout le monde, et qui travaillent comme tout le monde, et qui souffrent comme tout le monde. Ça commence à bien faire. Ça commence à bien faire, le peuple n'en peut plus, le peuple a besoin de se nourrir correctement pour fournir un travail cohérent. Or, c'est pas le cas. C'est de moins en moins le cas, on n'aurait jamais pu y penser, et c'est en cela que les Gilets jaunes manifestent. Alors quel est le crime de manifester pour avoir une augmentation de salaire, un minima, puisque les milliardaires qui les emploient à travers toute leur société, eux, s'enrichissent à milliards, et appauvrissent automatiquement la masse ouvrière et les classes moyennes, ainsi que les retraités. C'est là où il y a le scandale le plus absolu, et aucune intention de cesser ce scandale de la part du gouvernement et de la mise en place
de ces programmes d'augmentation des ressources énergétiques, comme on l'a vu. On parle souvent de l'augmentation de l'essence, mais il me semble que vous oubliez l'augmentation de l'électricité, parce qu'elle ne cesse d'augmenter. C'est notre patrimoine nucléaire est en train de s'effondrer parce qu'il est vieillissant. L'électricité ne cesse d'augmenter, on pousse les gens à se mettre à l'électricité soi-disant que c'est moins cher, mais il faut savoir que l'électricité et le gaz naturel sont indexés sur le prix du pétrole. Soit si le prix du pétrole augmente, l'électricité augmente de facto. Et comme le pétrole augmente alors qu'il est en baisse partout ailleurs, eh bien, automatiquement, ils en profitent pour augmenter l'électricité et le gaz naturel. Ce qui est encore une fourberie, une escroquerie de ce gouvernement, qui a été initié par le précédent dans lequel il était, ce président, ministre du budget quand même. Un ministre du budget qui ne sait même pas soigner son propre budget, c'est quand même très grave. Et quand il faut soigner celui de 66,6 millions de Français, ça devient encore plus complexe. Donc aujourd'hui, Paris brûle. Hein, Paris brûle comme en 41, comme en 44. Oui, fin 44, début 45. Non, c'est plutôt fin 44. Donc voilà, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui concerne les femmes. J'en avais parlé à Louloute depuis longtemps, que ça m'intéressait beaucoup de travailler sur l'endométriose. Et la semaine dernière, j'ai découvert par hasard à la télévision, je ne sais pas pourquoi, parce que souvent quand je mange, j'ai besoin d'un bruit de fond. Donc j'allume la télé, il y avait une émission sur France 5 sur l'endométriose. Alors c'était assez ardu parce que c'était une intervention chirurgicale. Moi, je vais vous parler de l'endométriose en termes de maladie et en termes de soins. Alors, c'est une synthèse d'une dizaine d'articles américains sur le sujet. Donc, vous verrez dans Pandora 6 toutes les références de ces articles, en anglais, malheureusement, mais vous savez qu'aujourd'hui, avec Internet, vous pouvez traduire tout cela et arriver à d'assez bons résultats. Donc, je vous encourage à le faire, hein, si vous voulez vous informer. L'endométriose est une maladie peu connue. C'est pas une maladie orpheline, pas du tout. Elle est connue de certains spécialistes. Vous pouvez consulter certains médecins qui sont spécialisés dans le domaine et qui pourront certainement vous être d'un grand secours. Ce que je fais ici, c'est une introduction du sujet avec des solutions. Mais ça ne remplace pas les avis médicaux, hein, que l'on soit clair. Loulou, tu as un petit commentaire? Non, non, non. Elle fait sa sage, sa jeune fille sage. Alors, comme nous nous en sommes déjà aperçus, l'alimentation joue un grand rôle dans la santé de chacun. Vous le savez, j'en parle souvent dans mes capsules. J'en ai parlé par rapport au traitement de la dépression ou de maladies psychologiques ou psychiatriques. L'alimentation joue un rôle fondamental. Chose qu'on découvre de plus en plus aujourd'hui, que certains médecins avaient découvert il y a quelques années déjà. Est-ce que mon micro il fonctionne? J'espère, parce que ce serait dommage qu'on fasse la capsule et que le micro ne soit pas branché. Si, il est branché, ça va. En espérant que tout fonctionne. Donc, l'alimentation peut perturber la flore intestinale jusqu'à créer des pathologies mentales. On l'a vu. Et celle-ci peut également les régler. On sait qu'on peut guérir, comme vous l'avez vu dans les précédentes capsules, certaines formes d'autisme, si c'est pris assez tôt. Bon, là-dessus, au niveau de l'alimentation, il faut rajouter un détail parce que j'ai quand même eu des contacts avec des personnes qui m'ont dit, qui ont témoigné qu'ils avaient essayé le régime en question dont j'avais parlé et que ça n'avait pas marché pour leurs enfants. Et pour cause parce que
Alors là, évidemment, on va fâcher certaines personnes dans le domaine médical, mais ça, c'est les obscurantistes. Dans les années 1990, un médecin canadien qui s'appelle le Dr Peter J. D'Adamo avait élaboré une grammaire alimentaire par rapport à chaque groupe sanguin. C'est-à-dire que chaque groupe sanguin supporte certains aliments et synthétise moins les autres. Moi, ça fait des années que je mets en pratique, c'est pas des théories, hein, c'est des faits scientifiques étudiés et mis en place par le docteur Peter J. D'Adamo. Et d'ailleurs, avec Louloute, on l'a vu aussi, le corps décide, hein, c'est pas forcément la raison qui décide pour l'alimentation quand on est attentif. Et D'Adamo a élaboré cette grammaire alimentaire. Et si les régimes pour les autistes ne fonctionnent pas pour tous de la même façon, eh bien, ça explique également que D'Adamo a raison lorsqu'il parle de groupes sanguins qui ont une structure enzymatique qui leur permet de digérer plus ou moins tel ou tel aliment. Donc il existe ce livre en format poche, ça coûte 10 €. Le régime par groupe sanguin, vous avez les 4 groupes, hein, le groupe A, le groupe B, le groupe AB et le groupe O. Et chacun a une alimentation différente et dédiée à cause de sa structure enzymatique. Donc ça, c'est pour répondre aux parents d'enfants autistes qui ont essayé le régime du docteur Campbell et qui n'a pas vraiment fonctionné. Sans doute parce que le régime du docteur Campbell s'adresse plutôt à des groupes A ou AB plutôt qu'à des groupes O, par exemple. Mais ça, vous verrez. Bon, c'est très discuté de la part de certains médecins. J'avais une amie, une très excellente médecin, à qui j'en avais parlé, et qui avait levé les yeux au ciel en disant n'importe quoi. Oui, n'importe quoi pour ceux qui ne savent pas. Parce que la médecine évolue. Et le problème, c'est qu'on ne se pose pas assez de questions. Alors, il n'y a pas que les pathologies mentales que l'alimentation peut aider à régler. Il y a des pathologies physiques, physiologiques, qui peuvent être éventuellement soulagées avec un bon régime alimentaire, comme dans le cas de l'endométriose. Et oui, l'endométriose, nous allons y venir, ce n'est pas qu'une maladie qui reste au niveau du bas-ventre chez la femme. Non, c'est une maladie qui concerne le corps entier. Sauf que son expression se situe au niveau de l'utérus. L'endométriose est une de ces maladies dont on parle peu. On en parlait juste avant d'ailleurs avec Louloute, elle était étonnée, n'est-ce pas? Elle se disait, mais qu'est-ce que tu te disais? Mais dis-le. Beaucoup de choses. Non, mais dis-le. Exprime-toi. Qu'on n'en parlait pas assez. Ah, complètement, c'est vrai ça. Oui, ça restait un peu tabou. Voilà. Une maladie un peu taboue, mystérieuse, avec un nom terrible qui veut rien dire en fait. On dit endométriose, alors c'est quoi? Ah bah oui, c'est une maladie de l'endomètre. Alors évidemment, quand les femmes s'intéressent à leur biologie, eh bien, et à leur anatomie, elles comprennent. Mais les hommes sont un peu largués par rapport à cela. Alors l'endométriose est une de ces maladies dont on parle peu, et pourtant c'est une pathologie terriblement douloureuse et de plus en plus courante, qui frappe généralement les femmes de la vingtaine à la trentaine, des fois plus. Cette pathologie est responsable de règles douloureuses, de crampes sévères, d'infertilité, et elle pourrait également être liée à diverses formes de cancer. Ça ne veut pas dire que si vous avez une endométriose, vous aurez un cancer. Ça ne veut pas dire ça. Ça peut. Au cours des années, les médecins ont constaté dans leur pratique médicale une augmentation alarmante de cette maladie, et en particulier en Asie, où cette maladie semble toucher les femmes plus jeunes. Et là, je me posais la question, est-ce à cause des vaccins ou de l'introduction du lait, donc du lactose, auprès de cultures qui n'en consommaient que très rarement, voire jamais? Le lait, vous savez que le lait est un aliment extrêmement inflammatoire, qui n'est pas fait pour les humains, et pourtant on l'utilise. En fait, le lait, c'est que pour les vaches, ou c'est que pour les chèvres. Alors c'est vrai que Zeus a été nourri au lait de la chèvre amaltée, c'est vrai, mais en Asie, on ne nourrit pas avec du lait d'animaux,
on nourrit avec du lait de soja. C'est pour les petits en plus, c'est pour le veau. Exactement. Exactement. C'est le lait, imaginez les concentrations de caséine et d'éléments nutritifs pour des veaux, pas pour des enfants. D'ailleurs, le lait que l'on achète n'a rien à voir avec le lait qui sort du pied de la vache, qui est lourd, qui est gras, qui est crémeux. Si vous en avez bu dans votre enfance, sortant du pied de la vache, ça n'a rien à voir avec ce qu'on boit aujourd'hui. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, on a énormément d'intolérances au lactose qui sont liées justement aux vaccinations, parce qu'on utilise du lactose dans les vaccins, c'est des additifs dont on se sert pour épaissir, ou on le trouve souvent dans des médicaments. Alors ce qui est étonnant, parce qu'on trouve du lactose dans des médicaments, alors que les gens sont de plus en plus intolérants au lactose. On se demande pourquoi. Donc, voilà encore une preuve de l'illogisme qui est pratiqué, ou alors de l'intention de nuire. Alors, cette maladie, malheureusement, ne possède pas de traitement attitré, et surtout pas efficace pour soulager les 10 à 20% de femmes qui en sont affectées dans le monde. Alors, 10 à 20% sur une population de 8 millions ou 9 millions comme la Hongrie ou Israël, c'est rien. Mais sur 7 milliards d'êtres, 10 à 20%, c'est énorme. En tous les cas, les femmes. Alors, j'avais développé dans mes recherches les avantages de la tisane de camomille romaine pour les femmes qui souffraient d'endométriose. C'est assez efficace, d'ailleurs c'est très efficace aussi pour la thyroïde. Mais tout le monde ne supporte pas la camomille romaine, c'est comme ça. Il y a des intolérances, il y en a à qui ça convient, il y en a à qui ça convient absolument pas. Et ça soulage certaines des douleurs insupportables de l'endométriose qui touchent de plus en plus de femmes. Alors, ce que l'on sait à présent, c'est que le tissu qui devrait... Alors là, on va faire un petit peu d'anatomie. Vous savez que toutes les femmes, chaque mois, quand elles sont réglées, fabriquent une sorte de tissu, qui est une sorte de cocon qui va préparer éventuellement l'arrivée d'un enfant. Après les règles, même avant, si l'enfant n'est pas là, après chaque mois, normalement ce tissu est évacué à travers le flux sanguin, enfin pas ce flux sanguin, pardon, ce flux sanguin qui sort justement de l'utérus. Et le problème avec l'endométriose, c'est que ce tissu reste collé aux parois et il va se coller à tous les autres organes avoisinants, même au niveau de l'intestin, partout, tout ce qui est au niveau du ventre et du bas-ventre, ça va être assez terrible. Et puis ça s'accumule, et ça va faire une sorte de colle épouvantable qui va englober tous les organes. Et l'opération que j'ai vue, justement, c'était comment essayer de séparer les organes de cette colle qui est de plus en plus épaisse et qui les mêle tous les uns aux autres. Évidemment, quand on parle d'infertilité, c'est que cette colle, elle va inévitablement boucher ce qu'on appelle les trompes de Fallope, qui vont empêcher toute forme de reproduction chez la femme. Alors ça va englober les ovaires, la vessie, les intestins, sont les exemples les plus courants des organes touchés par ce tissu qui se transforme en une sorte de colle, créant un agglomérat d'organes collés les uns aux autres. C'est assez affreux. Et ça provoque des inflammations terribles et des douleurs qui sont très très difficiles à soulager. Alors là, j'ai une citation d'une personne très, très renseignée, que vous aurez dans Pandora 6. Les tissus de l'endomètre qui ne peuvent pas être libérés pendant la menstruation, car ils se trouvent en dehors de l'utérus, entraînent évidemment des problèmes au sein du système reproducteur. Les kystes, les adhérences ou les cicatrices et les nodules invasifs sont tous les résultats possibles de l'endométriose. Une des conséquences de l'endométriose est le blocage des trompes de Fallope, qui peut conduire à la fois à l'infertilité et à la grossesse extra-utérine. Pour résumer, c'est comme si on mettait de la colle dans l'utérus et dans le bas du côlon, une colle qui se déposerait sur chacun des organes s'y trouvant. En faisant un amas confus, nous ne pouvons plus les différencier les uns des autres et provoquant une inflammation permanente. Alors, on répétera souvent la même chose pour que vous compreniez vraiment ce que c'est et la souffrance
que peuvent éprouver les femmes, qui est abominable. Et évidemment, les hommes ne sont pas concernés par cela, donc ils ne peuvent pas savoir. Et souvent, quand on n'est pas concerné, on ne peut pas comprendre. Donc, messieurs, si vous avez des épouses ou même des filles qui souffrent de cette pathologie, eh ben, il faut savoir respecter cette douleur qui est terrible pour elles et qu'elles ne peuvent pas exprimer autrement qu'en souffrant ou en se lamentant. Et souvent, elles ne se lamentent pas et elles souffrent en silence. Alors aujourd'hui, Michel Simons, pas Michel Simez, pas celui-là, publie un article sur le sujet sur Natural News qui pourra aider ces femmes et jeunes femmes en souffrance à trouver un moyen de soutien à travers une alimentation saine et moins inflammatoire pour leur organisme. Mais Olivia Malloy avait déjà fait ce travail en 2018 dans une série d'articles remarquables autant que passionnants, publiés sur le site Steady Health. C'est un site américain. Comme par exemple le régime de l'endométriose, 7 aliments que vous devriez manger pour atténuer les symptômes de l'endométriose. Alors Michel Alloy, ou Malloy, Michel Malloy, Olivia Malloy, pardon, alors moi les noms, c'est toujours le même problème. Michel Malloy décrit les symptômes de l'endométriose comme suit. Elle les qualifie de menstruation infernale. Les règles sont particulièrement désagréables et même insupportables pour un grand nombre de femmes, et les hommes auraient tort de se moquer d'une telle souffrance redoutée avec crainte. Combien de fois ai-je entendu, et ça c'est moi qui le dis, ma fille me dire que pour nous, les hommes, c'est la grande, les choses étaient bien plus simples, et plus je fais des recherches dans le domaine de la santé, et plus je comprends ce qu'elle me disait, et plus j'ai d'admiration pour le courage des femmes qui souffrent en silence au quotidien. Tout d'abord, comment reconnaître l'endométriose ? Alors essayez de prendre des notes si vous le pouvez, ça sera nécessaire et utile. Souvent, les femmes qui en sont atteintes éprouvent des épisodes de dysménorrhée. C'est le langage médical. Ça veut dire des menstruations anormalement douloureuses, la dysménorrhée. Comme ça, quand quelqu'un veut vous impressionner, vous avez la définition maintenant. La période menstruelle peut s'annoncer elle-même à l'avance en provoquant des douleurs pelviennes et des crampes, ainsi que des douleurs dans le bas du dos. Ensuite, les médecins ont repéré une ménorrhagie, soit des périodes anormalement longues et pesantes au cours desquelles les femmes perdent 80 ml de sang ou même plus. Puis, ils ont diagnostiqué une métrorragie qui se manifeste par des saignements vaginaux entre les menstruations. Il a été observé de fortes douleurs pendant et après un rapport sexuel avec pénétration. Excusez-moi, mais ça fait partie aussi de cette médecine, que l'on appelle la dyspareunie, et en effet, les rapports amoureux peuvent réveiller des lésions de l'endomètre disséminées dans le système reproducteur. Il est donc nécessaire d'étudier avec son partenaire les positions les plus adéquates pour ne pas avoir à souffrir durant le rapport. Alors comme le préconise Olivia Malloy, sortez votre Kama Sutra et expérimentez avec votre partenaire les positions jusqu'à ce que vous trouviez celles qui vous conviennent le mieux pour ne pas avoir à en souffrir. Le rapport sexuel peut également avoir des conséquences comme des saignements post-coïtaux qui ne sont malheureusement pas rares chez les personnes souffrant d'endométriose. Cela se produit parce que les rapports sexuels peuvent abîmer la muqueuse utérine. Cependant, il est nécessaire d'en informer son médecin ou gynécologue dès que cela se produit. Des perturbations intestinales douloureuses ainsi qu'une douleur lors de la miction risquent davantage de se présenter pendant les règles. Seuls 10% des patientes souffrant d'endométriose sont touchées par l'endométriose intestinale. Mais celles qui ne présentent pas de lésions de l'endomètre dans cette zone peuvent également présenter des symptômes liés à l'intestin. Vous voyez que tout est lié. On ne peut pas séparer et dire ça c'est une maladie qui touche ceci et pas cela. Non, on n'en sait rien. Et le plus souvent, il y a des lésions aussi au niveau de l'intestin. L'intestin, c'est le deuxième cerveau ou le troisième cerveau, si l'on considère que l'on est un cerveau gauche, un cerveau droit, et l'intestin qui serait le troisième cerveau, et qui a les mêmes cellules que dans le cerveau. On a trouvé les mêmes cellules dans l'intestin que dans le cerveau. Ce qui explique pourquoi on peut avoir des troubles psychologiques liés justement à des problèmes alimentaires et à l'intestin qui souffre. Bien que les symptômes d'endométriose ne soient pas rares,
environ une femme sur 10 souffrant d'endométriose présente ces lésions de l'intestin. Parmi celles qui souffrent d'endométriose intestinale, le rectum et le côlon sigmoïde sont les endroits les plus communs pour les lésions de l'endomètre. Tandis qu'un plus petit nombre d'entre elles ont une endométriose au niveau de l'intestin grêle, du cécum et de l'appendice. Le corps libère des prostaglandines, des interleukines, des cytokines, facteurs de nécrose tumorale, en réponse à une inflammation, ce qui peut entraîner de profondes altérations au sein des tissus. Les contractions de l'intestin et la croissance de nouveaux vaisseaux sanguins contribuent à leur tour à la formation de tissus cicatriciels. Ce processus entraîne des symptômes intestinaux qui touchent plus de la moitié des femmes atteintes d'endométriose sévère, soit au stade 3 et 4. Bon, c'est pas une maladie facile, hein. Et on s'en rend compte à la lecture de ce document que j'ai rédigé et qui m'a pris quand même plusieurs jours, hein, pour bien synthétiser et comprendre cette maladie très complexe. Ainsi, alors divers symptômes liés à l'intestin sont plus fréquents chez les personnes atteintes de l'endométriose, comme nous l'avons vu. Ce n'est donc pas seulement un problème utérin ou vaginal. Ainsi, plus de la moitié des patientes atteintes souffrent de diarrhée fréquente. Voilà comment on reconnaît aussi. Ou de cas de constipation. Un quart doivent endurer des douleurs lors du transit intestinal et avoir des crampes gastro-intestinales. Alors des douleurs avant le transit, pendant le transit et après le transit. Les statistiques de personnes atteintes peuvent être beaucoup plus élevées que nous le pensons, car toutes les femmes qui souffrent le font souvent en silence et n'osent pas en parler à leur médecin pour de multiples raisons. Alors, là, mesdames, si vous êtes touchées par l'endométriose, surtout ne perdez pas de temps, parce que la colle, tous les mois, se renforce. C'est terrible, hein, et ça s'accumule, ça comprime les organes, et ça vous rend de plus en plus malade. Et vous souffrez de plus en plus. Alors, allez consulter le plus vite possible des médecins qui sont spécialisés en la matière. Alors informez-vous, vous trouverez sans doute des spécialistes. Sinon, c'est pas la peine, ça sert à rien. Dans de nombreux cas, l'endométriose conduit à la stérilité. On l'a vu comment? Parce que cette colle va boucher les trompes de Fallope. Elle est donc souvent diagnostiquée après avoir consulté un médecin pour ce type de problème. Alors la fatigue et les ballonnements abdominaux, les nausées et parfois les vomissements et la diarrhée alternant avec la constipation sont des symptômes fréquents chez les femmes atteintes d'endométriose. Ainsi, 25 à 50% des femmes infertiles souffrent d'endométriose et 30 à 50% des femmes atteintes d'endométriose sont évidemment stériles. De 9 à 50% des femmes qui subissent la laparoscopie pour évaluer l'infertilité souffrent d'endométriose. Or, cette opération d'excision par laparoscopie n'est pas garantie à 100%. Ça peut marcher parfois et parfois pas du tout. Donc ça peut permettre, alors selon certaines statistiques, d'augmenter le nombre de grossesses, et puis vous avez d'autres statistiques qui disent absolument le contraire. Donc là-dessus, au niveau de la laparoscopie, on ne sait pas grand-chose. Ça marche pas, ça dépend des personnes. L'endométriose affecte 30 à 80% des femmes souffrant de douleurs pelviennes régulières, donc ça c'est un symptôme. Douleurs pelviennes régulières, vous ne savez pas pourquoi, bien informez-vous et allez consulter un médecin pour demander si vous ne développez pas une endométriose. Les couples en bonne santé ont 15 à 20% de chances de tomber enceinte au cours d'un cycle menstruel donné, tandis que les couples dont la partenaire est atteinte d'endométriose ont 2 à 10% de chances de concevoir au cours d'un mois donné. Donc évidemment, les femmes qui n'ont pas de problème d'endométriose ont plus de facilité d'enfanter, quoique aujourd'hui elles ont de plus en plus de difficultés d'enfanter, et nous le verrons après, à cause de l'alimentation, entre autres, et des polluants. Donc l'avenir de l'espèce humaine est fortement menacé, très fortement menacé. À présent, nous allons passer au régime alimentaire privilégié pour tenter d'atténuer les douleurs de l'endométriose. Et oui, grâce à l'alimentation, qui ne sera pas une alimentation inflammatoire, on peut parvenir à calmer. Alors, il est recommandé de consommer des aliments riches en oméga 3.
Alors vous allez constater que ceux qui me suivent et qui me connaissent, et puis qui ont lu mon dernier livre sur les vitamines, le voyage autour des vitamines, eh bien, vous allez vous rendre compte que, et ça j'ai été très surpris, j'en ai parlé à Lolo, je lui ai dit, mais c'est dingue, le régime pour l'endométriose, c'est quasiment le même régime pour lutter contre le cancer. C'est dire comment l'alimentation a une incidence sur nos pathologies ou sur notre guérison. Il est recommandé de consommer des aliments riches en oméga 3, un principe de base pour l'équilibre du corps humain, l'huile de ricin, l'asperge sauvage, les graines de lin, le gingembre et la camomille sont également une base essentielle pour retrouver un certain confort. Les acides gras ou oméga 3 sont des graisses saines, contrairement aux graisses saturées comme le beurre, la crème, les graisses animales comme le porc, l'oie, le bœuf, le canard, qui sont à éviter. Mais on les trouve également dans certains produits, ces oméga 3, des produits végétaux comme l'huile de coco, l'huile de palme. Bon, l'huile de palme, on la connaît, elle n'est pas bonne. En revanche, l'huile de coco, c'est quand même un remède extraordinaire, et des huiles polyinsaturées comme l'huile de tournesol, de colza ou de soja, qui seraient recommandées. Alors, les deux dernières seraient à éviter, donc colza et soja. Pourquoi? Parce que la production de ces huiles est exclusivement OGM à 96 à 98% dans le monde. Donc, c'est pas la peine, avec un intestin qui souffre et un endomètre encombré, de rajouter des OGM là-dessus qui vont pas améliorer la santé de l'intestin et des bactéries de l'intestin. Donc traiter avec du glyphosate, ce qui ne peut apporter aucun bien à la flore intestinale et à des femmes touchées par l'endométriose, de toute évidence, mais ça concerne également ceux qui ne sont pas malades. Hein. C'est pas la peine non plus de les rendre malades avec des OGM. Alors, pourquoi les rendre malades avec des OGM? Mais tout simplement parce que le professeur Gilles-Éric Serralini a prouvé que les OGM étaient toxiques pour le corps humain et pour le vivant. Donc, il est indispensable de consommer des aliments riches en oméga 3, nous l'avons vu, et qui aident à lutter contre l'inflammation. Donc, les oméga 3 aident à lutter contre l'inflammation, c'est la base. Ils réduisent le risque d'endométriose chez la femme et soulagent la gêne menstruelle. Les aliments contenant ces graisses saines, alors surtout jamais de margarine, parce que c'est chimique, ça sert à rien. C'est comme du latex, ça sert à rien. Pour le corps, c'est pas bon. D'ailleurs, bon, l'hiver est fini, mais l'hiver prochain, mettez une motte de beurre sur votre balcon et puis mettez un pot de margarine, vous verrez, les oiseaux ne toucheront pas la margarine. Ah non. Et ils sont même obligés de rajouter des vitamines dedans pour qu'on les consomme. Là-dessus, c'est complètement aberrant. Les aliments contenant ces graisses saines comprennent les poissons gras. Alors là aussi, il y a un problème. Tels que le saumon et le flétan, l'huile d'olive extra vierge, les noix et les graines. Alors les noix, oui. Les graines, oui. L'huile d'olive extra vierge, oui. Le flétan, à la rigueur. Le saumon, absolument pas. Les oméga 3 sont également disponibles en supplément alimentaire. En revanche, on va y venir, le saumon serait également à éviter. J'ai publié dans Pandora 5 un chapitre de plus de 50 pages sur le saumon, qui aujourd'hui n'est malheureusement plus consommable sans prendre des risques pour sa santé et pour de multiples raisons. Le saumon d'élevage de Norvège est même interdit d'exportation en Russie depuis des années. Quant au saumon sauvage, celui-ci souffre également de facteurs de pollution extrêmement importants, sans compter l'arrivée récente du saumon OGM, commercialisé au Canada, dont les risques sanitaires sont grands, malgré son autorisation à la vente, et que j'ai clairement décrit d'après des études scientifiques et précises dans Pandora 5. Donc pour remplacer ce poisson gras, la sardine, évidemment c'est un aliment de choix, hein, c'est excellent poisson, et les anchois sont à privilégier. Il faut éviter tous les poissons gras, car les dioxines et les PCB s'accumulent dans leur graisse, et celle des poissons gras constitue une principale voie d'exposition à ces poisons. Les études sur le régime alimentaire et l'endométriose confirment également ce lien. Alors il faut savoir que on va donner, ce qui est complètement aberrant, on va donner alors je sais plus, pour 800 grammes de poisson d'élevage, il faut 1 kg d'anguilles par exemple, et d'autres poissons gras. Or, les anguilles vont stocker les PCB, tous les polluants, les pires qui soient, des rivières ou de mer, peu importe.
et c'est ça qu'on va donner au saumon d'élevage. Donc on va polluer un saumon qui ne devrait pas l'être. Bon, peu importe. Vous lirez dans Pandora 5 le premier volume qui est là, c'est celui-là. C'est celui-là. Aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup. C'est dans celui-ci, vous verrez un chapitre sur le saumon, me semble-t-il. Est-ce que c'est celui... Je vais vérifier parce que je voudrais pas vous dire de bêtises. Alors, excusez-moi. Non, c'est dans l'autre. C'est dans celui-là. C'est dans les vitamines. Alors, attends, je vais essayer de... Alors, on va faire une gymnastique, là, avec le... Je vais soulever le micro. Tu vas le prendre. Merci beaucoup. Et hop là. C'est pas grave. Petit morceau qui est tombé. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est ça. D'accord. Donc, c'est... Je vais vérifier. Je ne veux pas vous dire d'erreur. Hein. Je vais pas... Voilà, c'est ça. Le saumon nous empoisonne. C'est dans ce volume-là, pardon. Voilà. Et ce volume-là, c'est les vitamines, Voyage autour de la vérité, c'est le volume 2. Donc du Pandora 5. Parce qu'il y a 2 volumes, malheureusement. Enfin, malheureusement. Il y a tellement d'informations à distribuer que... Eh bien, vous trouverez là-dessus un chapitre de 50 pages qui vous explique le saumon, son exploitation, comment il est nourri, son rendement, ses empoisonnements, enfin, c'est le saumon OGM. Et j'ai pas voulu vous en parler pendant les périodes de Noël pour pas gêner les commerçants qui tirent la langue un petit peu avec leur saumon. Mais maintenant, vous savez que c'est peut-être pas un aliment à consommer. Quand on était petit, le saumon, c'était un mets de luxe. Dans notre période adulte, on s'est rendu compte que tout le monde pouvait y avoir accès. Vous en trouvez partout, dans les moindres supérettes. Mais aujourd'hui, ben, il est plus vraiment consommable. C'est qu'on en trouve trop, même, d'ailleurs. Absolument. Alors, par exemple, une étude italienne a examiné les données de 504 femmes atteintes d'endométriose et a révélé un risque accru avec une consommation élevée de viande rouge et de jambon. Les fruits et légumes frais ont été associés à une réduction du risque. Voilà. Alors, vous constatez que l'endométriose, c'est quand même étrange parce que c'est une maladie qui va toucher toutes les femmes dans le monde entier. C'est bizarre, non? Comment ça se fait que tout d'un coup, on a une maladie qui sort d'on ne sait où et qui va toucher uniquement les femmes? Ciblée, comme ça. Et cibler quoi? Et cibler justement le système reproducteur. Est-ce que ça fait partie de l'agenda? Je ne sais pas, c'est une question que je pose. Pourquoi soigner un mal pour en créer un autre avec des nourritures pleines de polluants environnementaux? Ainsi, nous devons être parfaitement informés sur ce que nous consommons. Les aliments riches en fibres tels que les graines entières, donc les graines de noix, hein, les noisettes, les noix, les amandes, les noix de cajou. Alors faites attention parce que tout le monde ne supporte pas certaines noix, et ce depuis les vaccinations, parce qu'ils utilisent des huiles d'arachide, des huiles de cajou, des huiles de machin. Ils ne nous disent pas tout ce qu'ils utilisent, mais ils utilisent ces huiles alimentaires comme liant, parfois avec leur virus. Et après cela, ben, on devient allergique. Il y a plein de gens qui sont devenus allergiques aux pommes de terre, allergiques aux carottes, allergiques à une quantité d'aliments auxquels ils n'étaient pas allergiques quand ils étaient enfants. Tout comme moi. Tout comme moi, j'ai développé, suite à certaines vaccinations, des allergies. Allergie au lactose, allergie à certaines noix. Les noix de cajou, par exemple, elles venaient d'Afrique, évidemment. Et lorsqu'on les a importées au début du XXe siècle au Brésil, eh bien, les Brésiliens ont commencé à les consommer parce que c'est délicieux. Et du moment où ils ont consommé les noix de cajou, on a eu une augmentation des cancers du foie. Ce qui tendrait à dire qu'ils n'avaient pas les enzymes pour les digérer. Donc, si vous connaissez des personnes qui peuvent vous faire des tests de kinésiologie pour vérifier si votre foie peut les digérer, ce serait intéressant de le faire. En fonction de quoi, vous déciderez si oui ou non vous voulez manger des aliments qui ne sont pas bons pour vous. Or, les tests de kinésiologie sont connus depuis l'aube des temps et ont permis d'ailleurs aux grands médecins, aux grands chamans,
de savoir quels étaient les aliments bons à consommer et mauvais dans la nature. Parce que c'est le corps a une science intérieure qui s'exprime quand on lui pose la question. Or, la médecine allopathique ne pose aucune question au corps, elle impose au corps. Ce qui fait qu'elle va dans la destruction de celui-ci. Alors, je disais donc, les graines c'est les noix. D'ailleurs, je devrais le mettre, hein, parce que, bon, il y a les graines et les noix, on va marquer, parce qu'il y a aussi des graines, comme les graines de tournesol ou autres. Les légumes et les fruits sont généralement bons pour la santé en règle générale, et sont particulièrement bénéfiques pour les femmes atteintes d'endométriose. Donc un régime naturel, en général crudivore, ça dépend des intestins de chacun. Hein. Parfois on digère mal les aliments crus, alors on les préfère cuits, pas trop justement pour pas, et surtout jamais bouillis, pour pas détruire les vitamines. Alors il existe des preuves qu'un groupe de produits chimiques d'origine végétale, appelé flavone, peut inhiber l'aromatase, soit l'enzyme qui convertit les androgènes en œstrogènes. Alors là, on rentre encore dans la biologie. D'ailleurs, lorsque l'on se sent affamé, fatigué ou stressé, il s'agit peut-être d'un déséquilibre hormonal. Alors ça, vous pouvez demander à votre médecin de vous faire une ordonnance pour faire une analyse sanguine, pour vérifier votre taux d'hormones, mais ça c'est à partir de 45, 50 ans, 60 ans, pour vérifier si vous n'en avez pas trop d'œstrogènes ou trop d'androgènes, selon. Parce qu'une perturbation des hormones, une perturbation hormonale, peut occasionner ce trouble de fatigue chronique, entre autres. Il y a encore beaucoup d'autres choses qui peuvent le faire, mais ça nous permet d'éliminer, si vous voulez, les autres pistes. Alors les hormones, qu'est-ce que c'est? Ce sont des substances chimiques produites par le corps. Ce sont nos hormones, nos phéromones, c'est ce que nous dégageons. Vous avez cette expression française qui dit « Ah, je ne peux pas le sentir ». Eh bien, c'est pas par hasard que vous dites que vous ne pouvez pas sentir un individu. Vous ne pouvez pas le sentir parce que les hormones ou les phéromones qu'il dégage, eh bien, ne sont pas compatibles avec les vôtres. Il vous dégoûte parce qu'il y a quelque chose il y a cette incompatibilité terrible qui fait qu'il n'y a aucun moyen de s'entendre avec tel individu. Homme ou femme, hein, c'est pareil. Dans la nature, c'est pareil. Hein. La louve va choisir son mâle de la même façon, étudier son capital ADN, hein, un petit peu. D'ailleurs, les requins aussi, dans la nature, tous ces animaux fonctionnent comme ça. Ils vous touchent, ils vous scannent, ils vous testent pour vérifier si vous allez leur apporter ce dont ils ont besoin. Le corps est une machine extraordinaire. C'est intéressant ça. Je ne peux pas le sentir. Oh, tiens, celui-là, je ne peux pas le sentir. Tu n'avais pas pensé à ça? Ah non. Ben, c'est ça. Ah oui. Il n'y a pas de compatibilité possible. Ouais. Là, on est vraiment dans la notion du corps qui s'exprime. Votre corps s'exprime. Alors, il n'y a pas que vous qui ne puissiez pas sentir un autre. Il y a aussi cet autre qui peut ne pas vous sentir de la même façon. C'est pareil. C'est pas par hasard que les chiens se reniflent partout. Parce que ils vont tester ces hormones pour savoir s'il y a compatibilité ou pas. Salut, est-ce qu'on peut s'entendre ou pas? Ben, les humains, c'est pareil. Et le coup de foudre, c'est souvent d'abord, en dehors de la vision, c'est souvent d'abord une perception hormonale. C'est-à-dire qu'on va percevoir les hormones de l'un ou de l'autre, et il va y avoir compatibilité pour la reproduction. Alors, compatibilité pour la reproduction ne veut pas forcément dire compatibilité pour l'entente. C'est ça aussi. Parce que nous sommes quand même issus du monde animal. Alors, le corps contient des glandes spéciales qui produisent et libèrent des hormones lorsqu'elles sont signalées par le cerveau. Le corps a donc des récepteurs sociaux spécifiques aux hormones qui reçoivent ces messages chimiques. Ce que je vous disais. Les hormones impliquées dans la reproduction et le développement des organes sexuels s'appellent les hormones sexuelles. Chez les femmes, la principale hormone sexuelle est l'œstrogène. Et il en existe de 3 types.
Alors, vous avez l'œstradiol, qui est considéré en E2, juste avant les premières règles. Vous avez l'estrone, E1. C'est le deuxième type d'oestrogène le plus couramment produit par le corps au cours de la vie en âge de procréer. Et l'estriol, E3, généralement appelé l'oestrogène de la grossesse. Donc, pour en revenir aux aliments, les bonnes sources de flavones sont le céleri et le persil. Alors, il y a 15 ans, quand vous alliez au marché du persil, il y avait des cajots comme ça, on vous en donnait une botte, voire deux, gratuitement. Aujourd'hui, vous avez un petit bouquet de persil pour 1 euro, des fois plus. C'est complètement aberrant. D'autant plus que le persil est vraiment une plante salvatrice qui peut permettre de maigrir, qui peut permettre de nettoyer le foie, c'est extraordinaire le persil. Les reins, bien sûr. Le céleri, de la même manière, sont des éléments qui luttent contre le cancer, entre autres. Il ne faut jamais mépriser nos plantes. Et regardez par exemple les Anglais qui ont une alimentation épouvantable. C'est des chips, des sodas, du chocolat. C'est à tel point qu'il y a une dizaine d'années, le ministère de la Santé avait demandé à produire des haricots verts au goût chocolat, pour faire manger des légumes aux enfants, parce que personne n'en mangeait. Automatiquement, on a d'énormes problèmes d'obésité dans ces pays anglo-saxons, à cause de l'alimentation, la junk food qui est épouvantable. Alors, je reprends. Alors, le brocoli, tout ce qui est chou, mais ça je vous l'avais déjà dit pour le cancer, et le cancer du côlon entre autres, le brocoli, le chou-fleur, le chou frisé, le chou de Bruxelles, le bok choy contiennent des composés appelés indol qui semblent améliorer le métabolisme oestrogène, mais qui fonctionnent également pour lutter contre le cancer. Alors les radis, le radis noir, sous toutes ses formes. Eh bien, mangez que des crucifères comme cela, et vous éloignerez le cancer plus que de raison. Voilà. Les graines de lin. Alors les graines de lin sont essentielles pour le fonctionnement de l'intestin parce que le lin a tendance à régénérer les cellules de l'intestin. Donc les graines de lin sont riches en lignane et en fibres qui se sont avérées bénéfiques pour les affections liées aux oestrogènes. Ces aliments regorgent d'éléments nutritifs, aidant les patientes à se sentir rassasiées plus longtemps et évitant de consommer de la nourriture industrielle qui augmente l'inflammation. Les aliments riches en fibres atténuent les symptômes de l'endométriose grâce à leur teneur en antioxydants qui réduit l'inflammation dans le corps et réduit les niveaux d'œstrogènes qui jouent un rôle important dans l'endométriose. Ça va, vous suivez? C'est pas évident, hein? Je sais, Lolotte. C'est passionnant. J'espère que ça va aider beaucoup de jeunes femmes, de femmes. C'est vraiment... Mais comme quoi l'alimentation, c'est vraiment... C'est la clé de tout. Oui, de tout. On continue alors? Oh oui. Alors beaucoup de femmes atteintes d'endométriose ont également le syndrome du côlon irritable. C'est ce qu'on appelle en jargon médical le SCI, syndrome du côlon irritable. Et manger plus de fibres peut améliorer les symptômes du côlon irritable. Toutefois, lorsqu'elles mangent des fruits chargés de fibres, les femmes atteintes d'endométriose devraient consommer 1 ou 2 portions de fruits à faible indice glycémique, tels que les pommes, les agrumes, les framboises, les pêches, les prunes, évidemment, et de préférence, des fruits d'origine biologique qui sont de plus en plus durs à trouver. En revanche, la consommation de viande rouge comme le bœuf ou le jambon augmente le risque d'endométriose de 80 à 100%. Et quand vous réfléchissez au fait que ces viandes sont essentiellement nourries avec des farines animales, parce qu'elles ont été réintégrées, donc des farines de cadavres, bourrées d'antibiotiques, des pesticides à travers les récoltes de blé, maïs et autres. Puisque c'est OGM, automatiquement, il y a des pesticides de Monsanto, Bayer, Dupont, Syngenta, etc. Parce qu'il n'y a pas que... Bon, Monsanto est majoritaire, certainement, mais vous avez aussi d'autres entreprises. L'endométriose est une maladie douloureuse vécue par les femmes et elle devient malheureusement de plus en plus courante. C'est pourquoi l'alimentation et l'eau de consommation sont absolument importantes pour le traitement et l'encouragement de cette triste pathologie. Comme je l'ai écrit dans l'un de mes derniers livres, Pandora 5, les vitamines voyagent autour de la vérité,
les vitamines sont indispensables à l'équilibre de notre biome intestinal. Alors je vous le remontre. C'est vraiment un livre très très intéressant et très important pour l'équilibre de votre santé. Depuis la fin du XXe siècle, avec la destruction organisée de notre environnement, les pollutions environnementales, les pesticides, nos sols ont perdu en éléments nutritifs, ce qui rejaillit sur les récoltes et les produits de consommation agricoles. Les produits chimiques des pesticides saturent les produits frais aux États-Unis et dans le reste du monde, et selon de nouveaux tests, 70% des fruits et légumes sont contaminés par des produits chimiques toxiques, ce qui explique en grande part nos maladies, car nous sommes empoisonnés par nos industries alimentaires et pétrochimiques. Le mensonge devient alors une véritable propagande des producteurs de pesticides et d'herbicides qui ont encore le culot d'affirmer que les produits chimiques agricoles disparaissent après avoir été pulvérisés sur les cultures, mais un nouveau projet de recherche de l'Environmental Working Group a révélé que 70% des produits frais américains sont contaminés par des produits chimiques. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est considérable. Et si ça se passe aux États-Unis, ça se passe aussi chez nous. Le glyphosate, par exemple, pénètre dans l'aliment, dans la plante traitée. On ne peut plus le retirer une fois utilisé, il s'est fondu dans son ADN. Ah, il m'a tiré ma caméra. C'est You qui l'a tiré la caméra. Crapule. Interdit de bureau. Donc, oui. Oui. Donc, les pesticides se fondent dans l'ADN. C'est le cas du glyphosate, entre autres. Ainsi, tous ces pesticides sont toxiques pour la vie même, et il est logique qu'ils le soient, sinon ils ne tueraient pas les organismes vivants qui menacent les cultures, et ceux qui pollinisent les cultures, comme les abeilles. Il n'existe pas de pesticides synthétiques non toxiques. La recherche de l'EWG, soit l'Environmental Working Group, a publié dans le guide d'achat des pesticides dans les fruits et légumes de 2019, il a révélé, justement, ce guide, que 92% des choux cales, alors vous savez, c'est ce chou en feuilles, comme ça, qui est excellent, soi-disant, pour la santé, enfin, qui devrait l'être en tous les cas, contiennent 2 pesticides ou plus. Lorsque l'on sait que ce chou fait partie des aliments qui sont utilisés pour lutter contre le cancer, eh ben, on se demande pourquoi on n'y arrive plus aujourd'hui. Alors, une citation du docteur Alexis Temkin, toxicologue au GTE. « Nous avons été surpris que le chou cale contienne tant de pesticides, mais les résultats des tests étaient sans équivoque. Les fruits et les légumes constituent une part importante de l'alimentation de chacun, et s'agissant de produits de culture conventionnels tels que le chou frisé, le choix des produits biologiques peut être une meilleure option. » Absolument. On n'a pas le choix. La preuve en est que le journal The Guardian a publié que l'EPA, l'Environmental Protection Agency, l'organisme officiel de validation des produits chimiques pour l'agriculture aux USA, s'emploie actuellement à protéger un produit chimique toxique responsable de malformations congénitales. Moi, c'est quand j'ai trop bu, mais disait Pierre Dac. Alors, citation, l'Environmental Protection Agency définit des règles relatives à l'utilisation des pesticides, comme on fait en Europe, avec le glyphosate, mais on l'autorise toujours, évidemment. Mais ces règles n'empêchent pas nécessairement l'exposition cumulative dans le régime alimentaire d'une personne. L'agence s'oppose à une ordonnance d'un tribunal interdisant le chlorpyrifos, un pesticide associé aux troubles de développement chez l'enfant. Ça veut dire que le chlorpyrifos aux États-Unis, il y a une interdiction d'attaquer le producteur, le fabricant, qui peut être l'un ou l'autre, peu importe. Interdiction de l'attaquer parce qu'il a été prouvé qu'il est associé aux troubles de développement chez l'enfant, mais on n'a pas le droit de le juger et pas plus de le condamner. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non. Nous rencontrons exactement le même problème en Europe avec le Roundup Ready de Monsanto-Bayer et son glyphosate, ou le chlordécone de Dupont de Nemours dans les DOM-TOM. Il n'y a pas ici une volonté de nuire à l'humanité. S'il n'y a pas cette volonté de nuire, qu'avons-nous?
Comment autoriser l'utilisation de ce type de produit pour l'industrie alimentaire, indiqué comme toxique par la science? Ne marcherait-on pas sur la tête? Bien, je crois que si, mais peu importe. Comment, avec de telles preuves, peut-on décemment croire que les autorités sanitaires se soucient vraiment de notre santé? La conséquence des maladies est non seulement l'empoisonnement par la chimie phytosanitaire, mais également que le corps ne trouve plus de nutriments suffisants pour se nourrir correctement et combler ses besoins, d'où la nécessité absolue de supplémenter ce corps pour ne pas avoir à sombrer dans les affres de la maladie. Cela peut paraître simpliste, c'est pourtant l'exacte vérité. Et l'on ne s'étonne plus que les médias développent une politique contraire à la logique médicale pour entretenir le vice de Big Pharma à faire croire à toutes ces personnes rendues malades à des solutions allopathiques qui n'existent pas, faute justement des nutriments indispensables pour permettre au système immunitaire de faire ce travail de guérisseur. Soit l'auto-guérison devient dès lors de plus en plus difficile à réaliser. Or, le corps, nous en avons parlé, est une machine extraordinaire. Et cette machine peut se régénérer par un jeûne court, de préférence. Chacun peut le faire, un jeûne de 2 à 3 jours. Évidemment, un jeûne hydrique, toujours s'hydrater, parce que sinon le rein peut lâcher. Après, c'est la dialyse ou c'est la greffe. Enfin. Et comme chacun est différent, les gens qui donnent des conseils, comme disait un ami, mon ami Lulu, il me disait « le conseilleur n'est pas le payeur ». Et il a tout à fait raison, ceux qui vous disent « oui, faites un jeûne sans eau, sans rien, c'est bon, vous allez tenir le coup », ils n'en savent rien parce qu'ils ne connaissent pas votre biologie, ils ne connaissent pas votre mécanisme, ils ne savent pas si vous avez eu une maladie chronique du rein, peu importe, ne jamais négliger le rein, jamais. Donc le jeûne, on peut le faire, mais avec de l'eau. Et oui, alors maintenant vous choisissez votre eau, vous savez ce que j'en pense aussi. Alors, oui, refuserait-on donc à l'homme d'être cette extraordinaire création de la nature et de millions d'années d'évolution en détruisant en lui son patrimoine génétique et son système immunitaire évolutif autant qu'adaptatif pour devenir le sujet d'une technologie allopathique jeune d'à peine un siècle? Parce que c'est vrai, la médecine allopathique, elle est très récente. Nous existons depuis plusieurs millions d'années. Nous avons évolué, nous nous sommes adaptés, notre corps s'adapte. Si on avait eu besoin de la médecine allopathique tout de suite, je ne sais pas si on aurait pu évoluer comme nous avons évolué. En revanche, le miracle de la médecine allopathique, c'est la médecine d'urgence. Mais aujourd'hui, il y a tellement d'incompétences dans le monde médical que rentrer dans un hôpital, on n'est pas sûr d'en sortir, vivant. À part quelques exceptions. Alors, quel est l'agenda qui se dissimule sous de pareilles intentions secrètes et mal agissantes envers l'humanité? Ainsi, parce qu'il y a eu une émission sur Arte, il y a quelques mois, sur les vitamines, ils semblaient se moquer un petit peu des vitamines, mais je ne sais pas qui étaient les rédacteurs, mais ils ne sont pas très informés en tous les cas. Ou ils n'ont pas fait leur travail d'information, ou alors ils ont été payés pour ne pas le faire. Vous avez le choix, je n'ai pas à décider, c'est pas moi qui vais juger leurs compétences. En tous les cas, je constate que j'ai trouvé ça scandaleux et mensonger. Voilà. Ainsi, la vitamine A, B, lisez plutôt des ouvrages qui vous apprennent des choses et qui vous protègent, et qui protègent votre vie et celle de vos enfants. Lisez plutôt ça. Après, vous pourrez m'attaquer si vous le souhaitez, mais sur des bases solides et pas sur il ressemble à Kim Jong-il, patati et patata. C'est absolument ridicule tout cela. On n'est pas là pour à se trouver dans une cour de récréation et à se montrer du doigt en disant lui t'es méchant, lui il est méchant, lui aussi il est très méchant, et lui il est patati et patata. Voilà. On joue pas à ça, on essaye d'aider les gens du mieux que l'on peut. Alors, ainsi la vitamine A, B, C, D, E sont des vitamines indispensables dont nous manquons cruellement, contrairement à ce que prétendent certains programmes et animateurs dans les médias soumis à l'autorité de Big Pharma qui s'enrichit sur la maladie. Je vous signale que la nouvelle croisade de Bill Gates, c'est de supprimer tous les suppléments alimentaires. C'est pas terrible, hein? Parce que déjà qu'on n'a plus rien en vitamines dans les fruits et les légumes, qu'on est empoisonné par les pesticides, si on nous enlève les suppléments alimentaires, qu'est-ce qui va nous rester pour nous défendre? Moi, j'en sais rien. Mais en tous les cas, pas grand-chose.
pas grand-chose. Il est certain que si nous manquons de vitamines, le système immunitaire éprouve de grandes difficultés à fonctionner correctement. Un système immunitaire affaibli ne peut en tout état de cause combattre les maladies. Les aliments riches en vitamine B sont les légumes crucifères, comme nous l'avons vu, tels que le brocoli, le chou-fleur, le cresson, le chou frisé, toutes sortes de choux et les navets qui aident le foie, à éliminer les oestrogènes et à renforcer le système immunitaire. Ces légumes contiennent également du magnésium, extrêmement important. Je vous signale qu'à peu près 80% de la population mondiale manque de magnésium. Qui aide à détendre les muscles intestinaux et utérins, atténuant ainsi potentiellement les symptômes de l'endométriose. Alors, le magnésium, en fait, il lutte contre l'oxydation, tout comme certaines vitamines. Alors, le magnésium n'est pas une vitamine, c'est un minéral dont le corps a vraiment besoin, les muscles ont besoin de magnésium et le cerveau également. Et la plupart des magnésiums que nous consommons n'atteignent pas la barrière encéphalique, ce qui serait très bien si on peut en trouver, bien sûr, on peut trouver certains magnésiums qui vont aider le cerveau à se nourrir de ces métaux, parce qu'on est constitué aussi de minéraux. Alors, nous retrouvons ces mêmes aliments prescrits dans la guérison du cancer qui rééquilibrent le biome intestinal. Et là, à nouveau, on comprend que le cancer, il peut se guérir à travers l'intestin. Ça a été prouvé à plusieurs reprises et depuis les années 1930. Il est systématiquement conseillé de consommer des aliments ou des ingrédients frais plutôt que des produits transformés pour ne pas aggraver les symptômes de l'endométriose, mais c'est valable pour toutes les autres maladies. De plus, le choix des fruits et légumes biologiques, exempts de pesticides, qui aggravent les symptômes, est indispensable. Si nous pouvions manger une pomme et une poire par jour, nous pourrions déjà lutter contre le diabète de type 2. Les fruits frais et leurs vitamines sont essentiels au bon fonctionnement de notre système immunitaire, mais l'industrie agricole, étant la fille des grands groupes phytosanitaires, ne fait qu'entretenir le vice, et ceci en produisant des récoltes pauvres en nutriments et si riches en polluants mortels à long terme pour l'humanité. Pour lutter contre l'endométriose, il est également conseillé de consommer des aliments riches en fer. Cette pathologie entraîne souvent des périodes menstruelles abondantes au cours desquelles les niveaux de fer diminuent. Et là, vous allez apprendre encore quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'il existe deux types de fer. Pour compenser cette perte, il est important de manger des aliments riches en fer héminique et non ferreux. Le fer héminique provient du poisson et des œufs, tandis que le fer non héminique se trouve dans les légumes verts à feuilles, les betteraves et les abricots secs. Il est également préférable de choisir pour les abricots secs des abricots de couleur foncée. Pourquoi ? Eh bien parce que si vous prenez ces beaux abricots de couleur orangé, jaune-orangé, c'est qu'ils ont été traités avec des sulfites et du dioxyde de soufre qui ont tendance à diminuer en plus le taux de vitamine B1 contenu dans le fruit, et cela pour conserver leur éclat orange et lumineux. En clair, les plus laids sont les meilleurs pour la santé. Certains médecins spécialisés en diététique proposeront de consommer du soja, bien que les produits à base de soja contiennent des phytoœstrogènes, c'est pour ça qu'ils sont interdits aux femmes qui ont eu un cancer. Le soja est interdit, donc pour ces femmes, dont certains convertissent la testostérone en oestrogène, mais la consommation du soja convient aux personnes atteintes d'endométriose. Alors, là il va y avoir une petite contradiction, mais enfin c'est la médecine. Les recherches montrent que les femmes dont les échantillons d'urine contenaient plus d'isoflavone de soja présentaient un risque moins élevé d'endométriose grave. Ce qui n'a rien d'étonnant puisque les femmes asiatiques consomment beaucoup de soja, ce qui explique pourquoi elles ne souffrent pas des problèmes liés à la ménopause comme les femmes occidentales. Et pourtant, elles souffrent également d'endométriose aujourd'hui, ce qui est contradictoire à cause du régime à base de soja. Alors, qu'est-ce qu'on va dire maintenant ? C'est quand même très étrange. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Moi, je ne sais pas. Pourtant, le soja est malheureusement à 96% OGM, 94 ou 96. Si je me trompe, c'est que de 2%. Donc, et c'était la norme il y a 5 ans quand j'ai sorti mon premier Pandora. Donc le soja est bourré de pesticides. Le lait de soja, il faut l'acheter inévitablement bio. Sinon, c'est plein de glyphosate.
Il faut donc s'assurer que le soja soit absolument biologique, ce qui en fait désormais une denrée rare et qui apporte encore une complication pour se soigner correctement. Alors vous voyez, on a les moyens de se soigner, mais on n'a plus les outils, parce qu'ils ont été complètement pollués. Et pourquoi ils ont été pollués? Justement pour qu'on ne puisse pas se soigner. Et pour favoriser la médecine allopathique, qui dit, elle, avoir des réponses, qui ne sont pas véritablement des réponses. La consommation régulière d'eau est généralement indispensable pour les femmes atteintes d'endométriose, qui doivent éviter les boissons contenant de la caféine, de l'alcool et les boissons sucrées, car elles peuvent contribuer à l'inflammation. Il n'est pas conseillé de boire de l'eau courante, qui est malheureusement colonisée par des particules, des microparticules, des hormones, des métaux lourds. En revanche, comme nous l'avons déjà évoqué, l'eau maintient un meilleur fonctionnement des organes internes et facilite la digestion et prévient la constipation. Dans le même registre, il faut, autant que faire se peut, éviter les toxines environnementales ayant des effets œstrogéniques, tels que les pesticides et les herbicides, qui contribuent à l'aggravation de l'endométriose, selon les dernières recherches. Alors, il n'y a pas que l'endométriose. Il se trouve que j'ai publié un chapitre, je crois que c'était dans Pandora 4 ou Pandora 3, sur une recherche d'un professeur de Berkeley, en Californie, qui avait établi qu'un pesticide de l'entreprise Syngenta transformait le fœtus mâle en femelle et inversement. Et autant chez les animaux que vous pouvez imaginer chez les humains. Et étrangement, c'est assez récent qu'on a ces problèmes de transgenre, où ces personnes qui sont hommes ne se sentent pas hommes mais femmes, et ces personnes qui sont femmes ne se sentent pas femmes mais hommes. Et ça correspond très bien aux perturbateurs endocriniens que sont ces pesticides dans l'alimentation quotidienne. Et maintenant, on essaye de faire passer les transgenres pour une déviance psychiatrique, ça n'a rien à voir. C'est plutôt un problème biologique et de transformation du fœtus à travers ces pesticides. Les pesticides ne sont pas anodins, que chacun le sache. Ils essayent de nous faire croire que ce n'est pas le cas. Malheureusement, les scientifiques ont prouvé que ça l'était. Les pesticides se respirent et se consomment. Ils agissent donc doublement contre la santé des personnes qui vivent d'une part à proximité des exploitations agricoles, c'est-à-dire que les gens qui disent « moi je vais aller vivre à la campagne, respirer l'air sain », non. Si vous êtes à côté de grandes exploitations agricoles, eh bien vous respirez et vous vivrez dans les pesticides et ça sera pas mieux que de vivre empoisonné par les pollutions des villes. Et d'autre part, donc de toutes les autres qui consomment les fruits de ces récoltes qui sont polluées de pesticides. Mais comment faire aujourd'hui? Nous sommes envahis et submergés par ces polluants invisibles à l'œil, mais pas à la raison, et il semble pratiquement impossible à éviter tous ces aliments. Et à nouveau, on s'interroge sur une telle situation. Comment avons-nous pu en arriver à ce point de non-retour? Au XIXe siècle, le philosophe allemand Feuerbach disait la chose suivante: « L'homme est ce qu'il mange ». Cet homme est donc un condensé de ce qu'il mange, nourriture et poison phytosanitaire, ce qui explique ses nombreuses déficiences de santé aujourd'hui. Rudolf Steiner apporte une explication à faire frémir dans ses conférences du début du XXe siècle, publiées dans Alimentation et Santé. Je vous le remontre. Voilà. Et je tiens à préciser ici que si Rudolf Steiner est le père de l'anthroposophie, je vais le répéter là pour les gens qui veulent m'attaquer bêtement comme ils savent le faire habituellement, comme l'imbécile de la Pampa, là, enfin bref. Il n'est en rien responsable, Steiner, des dérives de personnes indignes qui ont trahi les fondements profondément sincères d'un humaniste exceptionnel à la connaissance universelle et si parfaite qu'elle illumine encore les véritables chercheurs qui se concentrent sur ces paroles et non pas sur les discours rapportés et les analyses bâtardes de personnes jalouses, médiocres et pauvres en esprit. Ainsi, les matérialistes prisonniers dans leur désir d'enrichissement et de possession des biens et des profits affirment, ouvrez les guillemets, au fond, la façon dont l'homme satisfait les besoins de son corps n'a rien à voir avec l'évolution sur le plan des idées et du spirituel.
alors que c'est tout à fait le contraire. L'homme est un condensé de matière dont il se nourrit, et de cet apport procèdent non seulement les échanges de sa vie organique, mais également les caractères de sa vie spirituelle. Rudolf Steiner. Qui peut contrecarrer une telle évidence? Qui? Personne. Ou alors c'est vraiment de la mauvaise foi. D'après une telle logique, on comprend donc... Mais d'ailleurs, c'est quand même... On va être très trivial. Vous mangez certains aliments qui ne vous conviennent pas, qui sont mal digérés tellement ils sont toxiques pour le corps. Comment va fonctionner l'intestin? Eh bien, il va s'en débarrasser le plus vite possible, il va empêcher une agglomération, et vous allez vous retrouver avec des diarrhées à n'en plus finir pendant 1 ou 2 jours, parce que ça aura fait une inflammation terrible de l'intestin, et ça aura drainé une quantité de poison et d'autres particules, et ça va être un cauchemar. Alimentez-vous bien, et vous aurez automatiquement des sels de bonne qualité. Alors évidemment, parler de bonne qualité quand on parle du caca, c'est difficile, c'est drôle, mais c'est ça. Le principe du médecin, c'est d'observer les selles des enfants, les selles des malades, c'est de voir comment ils sont constitués, c'est cette odeur. Les mamans qui ont témoigné de l'autisme soudain après certains vaccins infantiles déclarent des selles tellement acides qui piquaient les yeux et qui brûlaient les fesses de leurs enfants. Donc, c'est tellement révélateur, les selles, ça dit tout. Alors, bon, regarde de tes selles et tu sauras qui tu es, un petit peu, un petit peu. Alors, d'après une telle logique, on comprend donc pourquoi nous sommes ainsi empoisonnés par nos politiques et nos gouvernants masqués, parce qu'il y a ce qui s'appelle aussi un deep state en France. Parce que le sinistre personnage qui nous gouverne aujourd'hui, c'est pas lui qui gouverne. On lui dit tu dois faire ça et il le fait. Parce que sinon il discuterait, mais là il discute pas. Alors tout ça c'est pour nous empêcher de nous élever sur le plan des idées et du spirituel. En clair, voilà comment ils font de nous des moutons, en empoisonnant notre nourriture, à travers les traitements chimiques imposés par les lobbies et les semenciers à nos agriculteurs et à notre agriculture qui ne nourrit plus personne, mais qui nous empoisonne en nous affaiblissant. Même dans les dom-toms, les pesticides toxiques, et on n'en parle pas assez, et nos amis des dom-toms en souffrent cruellement et se battent, mais on ne veut pas les entendre, c'est pas diffusé, ou tellement peu. Pardon, les pesticides toxiques comme le chlordécone empoisonnent la population depuis des dizaines d'années sans que personne ne prenne la responsabilité d'interrompre un tel produit pouvant provoquer le cancer. Mais ça date de longtemps. Quand Chirac était président, déjà, le chlordécone était utilisé du pont de Nemours et on n'a rien fait, on a continué à l'utiliser. Nous, citoyens, nous trouvons dans l'ignorance totale des dangers qui nous entourent et qui sont utilisés grâce à la complicité et à l'irresponsabilité de nos élus, qui consomment comme nous, qui sont empoisonnés comme nous, mais qui sont envahis par la fièvre de la corruption et de l'or. Mais une fois dans la tombe, l'or ne brille plus pour les vivants, que pour les vivants. Il faut alors des années pour que nous prenions conscience que ces produits sont toxiques pour le vivant, et ces élus ne sont plus responsables de rien puisque, commodément, les gouvernements changent. Et quand Agnès Buzyn dit « Oui, moi je prends mes responsabilités », elle prend aucune responsabilité, cette dame. Ça veut dire que tous les enfants qui seront handicapés par les vaccins, eh bien, une fois qu'elle sera plus ministre, elle sera plus responsable de rien. Si elle déclare qu'elle prend ses responsabilités, donc les parents pourront l'attaquer en justice. C'est ce qu'il faudrait faire d'ailleurs. Devons-nous rappeler à cet égard que Xavier Bertrand, vous vous souvenez, il s'occupe du... il est dans le nord de la France, Xavier Bertrand. Dans l'Aisne. Dans l'Aisne. Ben justement, dans l'Aisne, tiens, tu vas dans l'Aisne. Voilà. Devons-nous rappeler à cet égard que Xavier Bertrand, qui n'a l'air de rien, mais durant son ministère a autorisé l'aspartame et le garde-asile. Des poisons terribles pour la santé, que Christine Lagarde, durant 1 mois ministre de l'Agriculture dans le gouvernement Sarkozy, a autorisé une part d'OGM dans l'agriculture bio, et qu'elle était justement avocate de Monsanto en France. Ça a gêné personne, ça. La corruption est totale, et nous, citoyens, à la parole muselée, tombons malades en faisant fonctionner l'industrie pharmaceutique qui s'enrichit à milliards sur la souffrance humaine et la maladie.
Alors, ne me dites pas que je suis complotiste quand je vous donne tous ces éléments. Ils sont quand même probants. Vous avez les preuves, là. Vous ne pouvez pas le nier. Il est certes aisé de donner des conseils, mais nous n'avons plus le choix et nous devons prendre notre destin en main et forcer les producteurs de fruits et légumes empoisonnés et cultivés avec la souffrance d'ouvriers et d'ouvrières violées au quotidien parce qu'elles ne sont que des ouvrières sous-payées dans le sud de l'Europe. Pour toutes ces raisons, nous devons boycotter nombre de fruits et légumes d'origine du sud de l'Europe et du Maghreb qui sont à la fois OGM et traités avec des pesticides qui ne sont même pas autorisés en France, mais dont la production, elle, l'est. Allez savoir pourquoi. Si nous refusons d'acheter ces produits et de les consommer pour les bonnes raisons, ces producteurs seront donc contraints de modifier leur façon de cultiver. Pour ne pas nous charger davantage de produits toxiques et d'OGM contenus dans les fruits et légumes, il est donc nécessaire de privilégier une alimentation locale et biologique, si tant est qu'elle le soit vraiment, et tenter de boire l'eau la plus pure possible. J'ai bien conscience que dans le monde dans lequel nous vivons, il soit de plus en plus difficile de trouver à se nourrir sainement et à mener une vie sans stress. Peut-être est-il temps de changer son mode de vie pour ne pas seulement survivre, mais pour simplement vivre. J'encourage donc les lectrices à consulter le site womenshealth.news. C'est un site américain extrêmement bien renseigné sur l'endométriose, pour en savoir davantage sur les symptômes de l'endométriose et sur la manière de la traiter naturellement et également de s'informer en France auprès de médecins qualifiés. Nous vivons une époque formidable. J'ai été absent pendant quelques jours, mais vous le voyez, je suis de retour et c'est une capsule assez longue, mais me semble-t-il Très riche. très riche. Lolo, tu as un petit commentaire pour la fin? Non, c'était bonne. Non, c'est vrai que c'est toujours passionnant et puis tu as encore fait un travail formidable. Bon, on va régler ça avec elle après. Ah oui. Bon, je voulais en profiter pour la remercier, parce qu'elle ne monte pas souvent pour assister à la capsule, mais là, elle était très intéressée. Bon, elle les regarde. Hein. Et je voulais la remercier parce qu'elle m'aide beaucoup et c'est un soutien très important. Voilà. Merci de la louloute. C'est gentil. Maintenant, elle va pleurer. Elle est comme ça, des louloutes. Bon, je vous remercie pour votre écoute et je suis toujours à votre disposition pour des questions, mais je ne suis pas médecin, donc je ne vous soigne pas. Je n'ai pas à vous soigner. C'est pas à moi de le faire. C'est très compliqué. C'est une maladie très complexe et il faut vraiment voir des médecins très qualifiés dans le domaine pour vous aider. Bon, en revanche, vous avez eu là suffisamment d'informations pour vous aider à modifier votre alimentation et à améliorer votre état de santé le mieux possible. Voilà. Je vous remercie. J'encourage nos amis Gilets jaunes à tenir bon. Ils sont notre porte de sortie s'ils y parviennent, mais je ne sais pas, j'ai parfois des doutes. Mais ce sont des gens extrêmement courageux et je remercie tous ces hommes et ces femmes qui manifestent en risquant leur vie parce que ces lanceurs de grenades sont des armes de guerre. Ces gaz toxiques, neurotoxiques, sont des armes de guerre. Et ils ont bien plus de courage que nous pour avoir cette volonté de pousser un gouvernement qui ne veut rien savoir ni rien entendre à entendre au moins le langage de la raison qu'ils ne connaissent pas. Et je maudis tous ces journalistes de la télévision qui se cristallisent sur des éléments de violence qui doivent être à 0,5% des gilets jaunes, et pas à 1 ou 2%, mais vraiment 0,5%, parce que c'est vraiment se concentrer sur le mensonge absolu. Et il serait temps que les gilets jaunes s'intéressent aux médias, créent leurs propres médias et se diffusent. Moi, je vous ai déjà tendu la main, étrangement, ils n'ont pas répondu. Mais tant pis, c'est pas grave. Chacun fait comme il peut ou comme il veut. Moi, ça n'a pas d'importance. J'ai déjà beaucoup de choses à gérer, mais on verra. Je vous salue. Je vous dis à très très bientôt. Prochaine capsule, je ne sais pas encore, parce que comme je suis en train de corriger Pandora 6, ça me prend beaucoup de temps. Je vous dis à très bientôt. Salut. Au revoir.